Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Ce vendredi, le Parlement du Rwanda, les deux chambres réunies, a officiellement ouvert les travaux de la troisième session ordinaire de l'année parlementaire 2025-2026. Cette session est notamment consacrée à l'examen de projets de loi, à l'analyse des rapports parlementaires ainsi qu'au suivi des actions du gouvernement. Le point avec Jean-Benoît Michel. Lors de la cérémonie d'ouverture, la présidente de la Chambre des députés, Gertrude Kazargwa, a indiqué que cette session portera sur l'examen de plusieurs textes législatifs ainsi que sur l'évaluation des activités gouvernementales, conformément aux missions constitutionnelles du Parlement. Muri iki gihembwe cya gatatu gisanzwe tuzasuzumamo ishingiro ry'imishinga y'amategeko itandukanye. Au cours de cette troisième session ordinaire, nous examinerons et adopteront différents projets de loi, y compris ceux qui sont actuellement à l'étude dans les commissions parlementaires. Nous poursuivrons également notre mission de contrôle de l'action gouvernementale, telle qu'est prévue par la Constitution de la République du Rwanda. Le Premier ministre présentera, lors d'une séance conjointe de deux chambres, un rapport sur les activités du gouvernement. De son côté, le ministre des Finances et de la Planification économique soumettra le projet de loi portant au budget de l'État pour l'exercice 2026-2027, ainsi qu'un état de la situation économique et budgétaire du pays. L'Assemblée plénière examinera également les rapports des missions effectuées par les députés à travers le pays, ainsi que les différents rapports des commissions permanentes de la Chambre des députés. Le président du Sénat, Dr François-Xavier Kalinda, a pour sa part souligné que les sénateurs examineront plusieurs rapports issus de missions réalisées au Rwanda et à l'étranger, tout en poursuivant les rôles de contrôle de l'action gouvernementale. Je déclare officiellement l'ouverture de la troisième session ordinaire du Sénat pour l'année 2025-2026. Comme le prévoit le projet de programme adopté pour cette session, nous veillerons à l'application des principes fondamentaux énoncés à l'article 10 de la Constitution dans toutes nos activités. Nous examinerons et adopterons les projets de loi relevant des compétences du Sénat lorsqu'ils nous seront soumis. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, plusieurs activités sont prévues, notamment la présentation par le Premier ministre des rapports sur les réalisations du gouvernement lors d'une séance conjointe de deux chambres. Le Sénat recevra également les rapports de ses commissions permanentes portant sur diverses activités de suivi et d'évaluation des actions gouvernementales. Au Rwanda, les sessions ordinaires du Parlement sont principalement consacrées à trois missions constitutionnelles: l'adoption des lois, le contrôle de l'action gouvernementale et l'approbation des accords et traités internationaux. Ces responsabilités constituent le cœur des activités quotidiennes de la Chambre des députés et du Sénat. Et puis, à travers le pays, de nombreux citoyens estiment que la corruption et certaines formes d'injustice persistent encore sous différentes formes. Toutefois, ils reconnaissent également que des mécanismes ont été mis en place pour prévenir et combattre ces fléaux considérés comme une infraction pénale. En district de Rubavu et Nyabihu, les responsables des administrations locales affirment leur détermination à intensifier la lutte contre la corruption. Jean-Benoît Michel nous fait le point. Des habitants témoignent que, malgré les progrès réalisés, certains comportements assimilables à la corruption subsistent dans les services publics. Ils soulignent cependant que les autorités ont mis en place plusieurs mesures destinées à prévenir ces pratiques. Il arrive parfois que l'on sollicite un responsable et que son attitude laisse penser qu'il attend quelque chose en retour. Ce n'est qu'après avoir reçu un avantage qu'il s'implique davantage pour résoudre votre problème.
Souvent cité parmi les acteurs appelés à jouer un rôle majeur dans la prévention de la corruption, les responsables des administrations locales rappellent que des missions consistent à garantir aux citoyens l'accès à leurs droits sans favoritisme, sans paiement illicite et sans injustice. Nous constatons déjà des progrès importants. Nous n'avons même pas besoin d'attendre 2050. Certains résultats pourraient être atteints dès 2030. La responsabilité nous incombe à tous afin que les indicateurs liés à la corruption continuent de diminuer. Ces responsables estiment également que la formation organisée par l'Office de l'Ombudsman du Rwanda leur a permis d'approfondir leurs connaissances en matière d'éthique, de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Pour l'Ombudsman adjoint Abbas Mukama, les progrès réalisés par le Rwanda montrent qu'avec l'engagement collectif, les objectifs les plus ambitieux peuvent être atteints. Si le Rwanda occupe aujourd'hui la 3e place en Afrique et la 43e au niveau mondial, dans les classements liés à la lutte contre la corruption, cela signifie quelque chose. Quand on se rappelle d'où le pays est revenu après 1994, on comprend que rien n'est impossible lorsque nous travaillons ensemble comme une seule équipe. C'est pourquoi nous poursuivons les efforts à travers tout le pays, notamment auprès des responsables de l'État civil et de la gouvernance locale, afin de faire évoluer les mentalités. Avec l'engagement et le dynamisme de la jeunesse et les orientations du président Paul Kagame, nous pouvons atteindre nos objectifs. Les participants à cette formation soulignent que les agents de l'administration locale occupent une position stratégique dans la lutte contre l'injustice et la corruption. Selon eux, leur proximité avec la population leur permet de s'assurer que les citoyens demeurent au centre de l'action publique et bénéficient des services transparents et équitables. Le Rwanda a mis en œuvre plusieurs stratégies nationales pour prévenir et combattre la corruption. Dans le cadre de la 2e stratégie nationale de transformation NCT2, le pays s'est fixé l'objectif ambitieux de figurer parmi les nations les plus performantes au monde en matière de lutte contre la corruption d'ici 2050. Alors qu'il occupe actuellement la 43e place au niveau mondial, c'est les références citées lors de cette rencontre. Les participants estiment que cet objectif pourra être atteint grâce à l'engagement conjoint des institutions publiques et des dirigeants locaux et des citoyens. Bienvenue à l'entretien de la semaine qui revient sur les principaux faits d'actualité de la semaine. Cette semaine, en début de semaine, le président Emmanuel Macron et le président Paul Kagame étaient ensemble à Paris pour assister à l'inauguration d'un monument dédié aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Pour parler de cet événement, nous avons l'immense plaisir de recevoir dans ce studio et en visioconférence le docteur professeur Vincent Duclerc, historien. Bonjour. Bonjour Patrick Nyirindandi. Merci de répondre à notre invitation. Je pense que vous avez assisté à l'inauguration de ce monument, le monument qui représente, ou du moins au centre de la ville de Paris, les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, un mémorial qui a été construit pour perpétrer la mémoire de ces victimes. Vous qui avez été là, quelle était votre émotion en ce moment même à l'inauguration de ce monument? Alors c'était effectivement un moment très, très émouvant, très fort, parce que en fait cette inauguration nous ramenait il y a 5 ans au déplacement du président Emmanuel Macron à son discours, reconnaissant les responsabilités accablantes de l'autorité française dans l'engrenage qui a mené au génocide, et le génocide lui-même. Et puis les mots très forts aussi, il y a 5 ans, du président Kagame,
qui a dit que les paroles du président Macron étaient plus fortes des excuses, c'était la vérité. Et ce qui est assez beau, si vous voulez, c'est que 5 ans plus tard, on a une nouvelle étape, en fait, de cette reconnaissance de la vérité, et même plus encore, hein, au fond, de l'entrée dans la conscience publique. Le monument qui a été inauguré lors d'une très belle cérémonie, hein, qui a été retransmise, que l'on peut voir durant toute la durée de la cérémonie sur différentes chaînes, eh bien, cette cérémonie, c'était pour inaugurer une œuvre d'art, un monument, hein, donc créé par une artiste portugaise, mais qui a de nombreuses attaches avec l'Afrique, hein, qui s'appelle Grada Quilomba, un monument extrêmement beau, hein, très sobre, qui a des inscriptions à la fois sur le sort de ce million, hein, d'êtres humains horriblement massacrés par le Hutu Power dans ce génocide donc perpétré contre les Tutsis, avec donc une solennité, quelque chose de vraiment l'œuvre d'art qui emporte à la fois l'émotion et la réflexion, hein, et en fait, cette œuvre d'art, elle est associée au souvenir des victimes et à la présence des survivants. Donc, on peut dire que après le temps de la vérité historique reconnue par la France le 27 mai 2021 à Kigali, est venu le temps de la conscience publique, je dirais, à Paris le 2 juin 2026. Donc, voilà, au fond, c'est la poursuite, je crois, eh bien, de ce travail commun entre la France et le Rwanda pour la vérité historique, pour la conscience publique, pour la protection des survivants, pour la mémoire des victimes. Et là, je crois qu'il faut vraiment prendre conscience de cette importance, en fait, de l'événement de mardi à Paris. Et si je dois revenir, dans son discours, le président Emmanuel Macron vous a félicité personnellement, ainsi que toute la commission. Je cite, « Vous avez mené un travail avec rigueur, courage, et félicitations donc à la commission de recherche, aussi bien du côté français et rwandais. Il y a ce travail d'historien qui a permis ces rapprochements. Maintenant, il y a un travail de vérité. La vérité passe par la justice. Quelle peut être la contribution des historiens justement pour que justice soit faite pour les personnes, les victimes qui ont été massacrées en ce moment-là et les rescapés aussi qui ont réclamé justice? Alors, précisons que cette inauguration, hein, qui s'est faite sous un très beau soleil après un moment de pluie extrêmement violent, mais c'était magique, hein, on était au bord de la Seine. Le monument est placé quand même au cœur de Paris, hein, et il regarde au loin la présidence française qui a failli avec son soutien au régime Habyarimana, mais il regarde aussi le monument donc en mémoire des victimes du génocide des Arméniens de l'autre côté de la Seine. Donc c'est un lieu extraordinaire, un lieu de recueillement, d'action aussi, ce qui a été bien montré dans à la fois le témoignage donc de la survivante Jeanne Ouvi-Bazi, très beau témoignage, très fort, et qui a dit au fond je crois la vérité sur eh bien la faillite des Nations Unies, des casques bleus présents notamment à l'ETO et qui ont quitté l'ETO, comme on le sait, en abandonnant tous les réfugiés aux milices génocidaires, mais aussi la responsabilité à nouveau de la France, hein, et puis la demande de justice. Dire aussi, avant de revenir sur la question de la justice, dire aussi que les deux discours des deux présidents, Paul Kagame et Emmanuel Macron, ont été effectivement très, très élevés, insistant sur ce travail de vérité historique qui doit poursuivre, et expliquant aussi que, au fond, c'est un long processus donc qui a commencé avant même la phase paroxystique de 1994, hein. Dès 1990, il y a des alertes d'historiens, je pense notamment à l'historien Jean-Pierre Chrétien, mais aussi au communiqué du FPR qui indique eh bien qu'il y a une volonté génocidaire contre les Tutsis, hein. Il faut s'en souvenir.
Et puis bien sûr, après 1994, quand la France est dans un complet déni, quand la France est dans le négationnisme, les autorités françaises, bien sûr, et là, Paul Kagame comme Emmanuel Macron ont rappelé le travail des premiers historiens, mais aussi des militants, de ceux qui ont voulu défendre la voie de la vérité. Et Paul Kagame ensuite a rappelé le rôle des deux commissions, la commission Muse et la commission Duclerc, et le président Emmanuel Macron a fait de même avec des mots effectivement très généreux à l'égard de ma commission, à l'égard de moi-même, et j'en ai été tout à fait touché. Je crois que d'une certaine manière, et pour répondre vraiment à la question de que peuvent les historiens face effectivement à la mémoire et à la justice, en fait, nous avons continué avec la commission Muse, avec les historiens du Rwanda, on a continué à travailler après la visite du président Macron, et voilà, cette réussite incontestable, de 2021. Donc on a continué, ça c'est important de le dire, il faut jamais s'arrêter, il faut continuer. Et je pense que si il y a eu ce succès, si le monument a été réalisé, s'il y a eu toujours cette volonté du président Emmanuel Macron d'affronter la réalité en face et de la dire aux Français, c'est parce que les historiens ont continué à travailler, et cette fois ensemble, à Kigali, à Paris, les colloques, les publications communes, tout ça, ça a joué. Et donc c'est une leçon, je pense, il faut jamais s'arrêter, il faut toujours continuer, et c'est très important. Et la deuxième chose, c'est ce que peuvent les historiens par rapport à la justice. Et là, on a un exemple vraiment, je crois, très précis. Vous avez suivi, bien sûr, le non-lieu qui a été pris en faveur d'Agathe Kanziga et Biarimana au mois d'août dernier, et ensuite effectivement un appel en direction de la Chambre de l'instruction pour valider ou non ce non-lieu. Et on craignait beaucoup que ce non-lieu soit validé et que donc Agathe Kanziga Biarimana échappe à la justice, alors même que les historiens ont réuni une série d'éléments montrant son implication dans le réseau Zéro à Kazoo, dont on sait effectivement que c'est l'état-major secret chargé de l'extermination des Tutsis. Et nous avons collectivement et individuellement écrit dans la presse, fait des papiers, rapporté les documents pour expliquer qu'il n'est pas possible de prononcer un non-lieu, alors même que beaucoup de documents, de preuves existent, et qu'il faut que la justice qualifie tout cela. Et on a été entendu puisque la Chambre de l'instruction a pris la décision le 6 mai dernier d'annuler ce non-lieu et de redemander une instruction sur les faits incriminant Agathe Kanziga Habyarimana. Et là, je pense que c'est quand même un succès, l'effet d'une action des historiens, non pas pour juger à la place des juges, mais pour apporter aux juges les éléments nécessaires à la vérité. On a évoqué cet aspect de la justice dans le cadre de la réconciliation au Rwanda. Il y a aussi un autre aspect, le négationnisme qui continue à faire son chemin aussi bien en Afrique qu'en Europe ou dans le reste du monde. Le négationnisme du génocide perpétré contre les Tutsis et d'autres génocides qui ont été commis aussi dans le monde. Professeur Duclerc, vous qui êtes historien, ces monuments construits en plein cœur de Paris symbolisent, je pense, la mémoire collective que doit garder le peuple français par rapport à ces génocides, et également pour lutter contre l'idéologie du génocide. Ce monument est très important parce que, au fond, je dirais que on a vraiment les deux volets d'une action efficace contre le négationnisme. En 2021, un discours, le discours du président Emmanuel Macron qui dit la vérité et qui est bien honoré ensuite par le président Kagame. Aujourd'hui, une nouvelle inscription, mais là encore plus forte, je dirais, parce qu'elle est matérielle, elle est visible, elle est au cœur de Paris, pour dire c'est un génocide. Il y a donc les preuves de ce génocide.
il y a des mémoriaux. Vous savez que sur ce monument est inscrit les quatre grands mémoriaux donc, qui sont du reste entrés au patrimoine de l'UNESCO, les 4 mémoriaux du Rwanda. C'est inscrit sur le monument de Paris. Donc c'est intéressant parce que, au fond, d'une certaine manière, le monument de Paris font compléter les 4 grands mémoriaux du Rwanda. Et c'est un peu comme si la distance est abolie. Au fond, d'une certaine manière, quand on est devant ce monument, on est au Rwanda, et on pourrait dire que maintenant, lorsqu'on est à Murambi ou à Gisozi ou à Nyamata ou à Bisesero, on est aussi à Paris, vous voyez. Et ça, je crois que ces actions de la parole, du discours, du monument, de l'œuvre d'art, de l'inauguration, c'est vraiment des socles, c'est des remparts contre le négationnisme, contre l'antisémitisme bien sûr aussi, le racisme étant, on le sait, je veux dire, à l'origine des génocides. Et ça, c'est très important. Et je pense que cette cérémonie, elle était parfaite pour cela. Tout y était. Et vraiment, je dois féliciter, et je le dis publiquement, le président Paul Kagame et sa générosité. Je veux dire, il était à Paris. Il a été extrêmement donc chaleureux avec donc la société française. Alors même, on le sait que pendant des décennies, les autorités françaises, je veux dire, l'ont menacé, se sont comportées de manière odieuse contre lui et contre le Rwanda. Donc le président Kagame a cette générosité. Le président Emmanuel Macron a à nouveau affirmé l'importance de la vérité et rappelé tout le travail qui a été fait. Et le témoignage de Jeanne, tout ça fait que cette cérémonie, c'est un morceau d'anthologie, je dirais. Vous avez soulevé un point important, il fallait du courage, aussi bien au président Emmanuel Macron et pour le président Paul Kagame, parce que le fossé était bien grand il y a 5-6 ans, avant 2020, avant que les deux présidents prennent la décision d'avancer ensemble pour faire avancer justement cette relation franco-rwandaise. Ils ont apporté leur pierre, ils ont fait leur travail. Il reste maintenant le travail, je pense, ça sera la dernière question, des historiens. Vous avez donc vous étiez le président de cette commission de recherche sur les archives françaises, sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et vous avez apporté votre pierre avec l'aide d'historiens rwandais. Quel message vous pouvez transmettre à tous les historiens, aussi bien français et rwandais, pour faire avancer encore plus ce pas qui a été franchi par les deux présidents? Alors, vous avez raison, et c'est vrai de souligner, comme l'a fait Paul Kagame, le courage du président Emmanuel Macron. Et à l'inverse, le président Macron a souligné le courage de Paul Kagame qui a, je veux dire, fait confiance. Et je veux dire, les conseillers du président Paul Kagame ont fait confiance à la commission du clerc. Et ça, c'était très important parce que rien, au fond, n'obligeait, je crois, le Rwanda, compte tenu de tout ce que le Rwanda a subi de la part de la France, de nous faire confiance. Et cette confiance, c'est quelque chose de très fort. Et du reste, je donne une information confidentielle. Avant le dîner, j'ai pu échanger brièvement avec le président Paul Kagame et le président Emmanuel Macron. J'ai rappelé à Paul Kagame que je lui avais remis le rapport exactement le 9 avril 2021 dans son bureau donc de Kigali. C'était un moment effectivement assez fort aussi entre les deux présidents et moi-même où on a évoqué l'importance de la confiance, de créer des mondes de confiance. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Donc il y a une dimension morale. Cette dimension morale, bien évidemment, elle anime notre travail d'historien. Je crois que, au fond, l'enseignement que je tire du travail que nous avons mené, c'est d'abord de faire très bien le métier de l'historien, de rechercher les sources, de les analyser. Le travail d'archives que nous avons mené, je crois, comme la commission Muse, a été très importante. Les archives sont ouvertes maintenant, toutes celles que nous avons consultées, exploitées. Et puis on a continué dans le travail collectif. Donc ça, c'est un message
message que je voudrais faire passer aux historiens. Le travail collectif est très important. Bon, parfois, les historiens ont tendance à être un peu individualistes, hein, mais la force de la vérité historique, c'est aussi quand elle émane du travail collectif. Alors ça, c'est, je crois, un point très important. Ensuite, il faut continuer à comprendre les mécanismes d'un génocide qui aurait pu et qui aurait dû être arrêté. Le génocide des Tutsis au Rwanda aurait dû être arrêté. Ce n'était pas des guerres mondiales comme le génocide des Arméniens, comme pour le génocide des Arméniens ou le génocide des Juifs d'Europe. Il y avait au contraire beaucoup de forces militaires, donc très aguerries, hein, des forces spéciales, soit au sein des casques bleus, soit lors de l'opération Amaryllis, hein, qui arrive 2 jours après le début du génocide. Et la grande question, c'est pourquoi ce génocide n'a pas été arrêté. Et je dois aussi indiquer aux téléspectateurs que ça fait partie donc du travail que je mène, hein, de comprendre pourquoi finalement il n'y a pas eu au fond, ce qui aurait tout changé, c'est-à-dire une action délibérée contre les barrières qui commençaient à se mettre en place, une action pour protéger tous les opposants à Habyarimana et tous les Tutsis qui donc commençaient à être assassinés en plein cœur de Kigali. Ça aurait été possible, et du reste les militaires ont regretté. Les militaires sont là pour protéger les populations. Et les militaires ont regretté de ne pas pouvoir agir. Donc c'est un traumatisme très profond. Je terminerai en disant que on prépare aussi pour la fin de l'année civile, là, pour décembre, eh bien, un ensemble, un corpus des réactions donc aux 2 rapports Muse et Duclerc, donc publiés en avril-mai donc 2021, les réactions à la visite du président Macron. Donc, ce livre s'appelle La parole libérée, et donc c'est un livre qui mêle justement des écrits ou des déclarations d'historiens rwandais, d'historiens français, mais aussi de témoins, de survivants. Donc, c'est un livre un peu choral, un livre qui soulignera encore l'importance du tournant du printemps 2021 et dont on peut à nouveau être fier, hein, en tant que Rwandais, en tant que Français, et puis voilà, pour l'amitié et le travail commun entre nos 2 sociétés et nos 2 pays. Merci beaucoup, professeur Vincent Duclerc. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes historien. Vous avez donc présidé à la commission de recherche sur les archives françaises portant sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Je vous remercie de votre aimable participation à cet entretien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer ainsi. Très bonne journée à vous. C'est donc avec cet entretien exclusif que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné au cours de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.